C'est André Jacqueuil sur ce plateau pour poursuivre le débrief de ces questions au gouvernement. Mélanie Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice écologiste des Français de l'étranger. Également avec nous Olivier Henno, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Union centriste du Nord. Emmanuel Macron a rappelé ce matin que la justice était indépendante, que les magistrats doivent être protégés et que tous les justiciables ont droit à un recours. Mélanie Vogel, est-ce que c'était nécessaire de rappeler ces principes fondamentaux dans le climat actuel et depuis lundi ? Malheureusement, oui, c'était nécessaire et j'avoue que ça doit nous questionner sur le moment où on en est en France. C'est-à-dire qu'on est à un moment où c'est une information que le président de la République dise la justice doit être indépendante et l'état de droit, c'est important. Ça veut quand même dire quelque chose sur le moment que nous vivons. Depuis le jugement qui a été prononcé, j'entendais tout à l'heure, elle est présumée coupable. Non, là, il y a quand même eu un jugement. Alors, bien sûr, elle a fait appel. D'accord, mais elle a quand même été jugée coupable. Voilà. Elle et les 23 autres. On est dans un moment de fragilisation très importante de notre démocratie. Fragilisation qui ne doit surtout pas être accompagnée de la complicité tacite des politiques qui voleraient au secours de Mme Le Pen pour différents intérêts. Vous pensez à des personnalités politiques précisément ? Je pense par exemple que toutes celles et ceux qui choisissent ce moment-là, qui est le lendemain dans le jugement, pour expliquer que ce serait bon de changer la loi, de revenir sur le principe de l'exécution provisoire, c'est un débat démocratiquement légitime. D'ailleurs, nous l'avons eu en 2016, nous avons eu un vote en 2016. Mais y a-t-il un pire moment pour avoir cette position que le lendemain d'une décision de justice qui porte justement là-dessus? Franchement, non. Olivier Henno, sur ce point, est-ce qu'il y a un pire moment pour débattre de ce sujet? Rappelons qu'Éric Ciotti veut en débattre au mois de juin dans le cadre de sa niche. C'est le rôle du président de la République, quand il y a des tensions comme celle-ci, de rappeler l'essentiel. Hein. Il est la clé de voûte des institutions. Et donc, rappeler que l'autorité judiciaire est indépendante, qu'en France, il y a la séparation des pouvoirs, que nous sommes dans un état de droit, que bien évidemment, il faut respecter les juges et qu'il est intolérable qu'il puisse y avoir des pressions physiques, hein, puisque on en est là sur les juges. Il y a des menaces, effectivement, on l'a expliqué tout à l'heure. Hein, maintenant, moi, je vais vous dire, on n'était pas très nombreux. J'ai toujours été opposé à l'exécution provisoire. C'est une constance. J'ai même été dérangé par cette idée. Je n'ai pas attendu Marine Le Pen. Et comme l'air du temps n'était pas celui-là, on n'était pas très nombreux à dire ça. Pourquoi vous étiez dérangé ? Parce que je pense qu'un appel, il doit être plein et entier. Il y a l'exécution provisoire a quelque chose de surprenant et d'étonnant par nature. Mais en revanche, il me semble aussi que dans ce pays, on légifère beaucoup trop souvent dans l'émotion. Ça ne m'aurait pas gêné du tout. Après l'affaire Cahuzac, après les costumes de François Fillon, maintenant... Moi, je veux dire, je pense que s'il n'y avait pas eu l'affaire Cahuzac, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas sur la table comme ça. Ouais. Il y a eu une espèce de panique générale, une volonté aussi du gouvernement d'agir pour éviter une gangrène, hein, disons les choses telles qu'elles sont, parce que c'était quand même une affaire... on ne peut plus choquante pour les Français. Mais résultat des courses, on a légiféré dans l'urgence. Alors maintenant... il ne faudrait pas légiférer dans une autre urgence et faire une loi qui apparaîtrait comme une forme d'auto-amnistie. Moi, je suis contre l'exécution provisoire, mais je ne souhaite pas légiférer dans pour le cas de Marine Le Pen. Pour le cas de Marine Le Pen. Vous voyez, je pense aussi que quand on est élu, on a, dans cette période, ça a été dit, inutile d'ajouter la surchauffe de la locomotive. On a aussi un devoir d'apaisement et de faire baisser la température. C'est ça aussi l'état de droit. Accepter d'avoir une autre opinion sans forcément s'attaquer à la personne et tout remettre en cause. Sur le fond, est-ce que ça poserait problème que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027 ? Et si ça posait un problème, quel type de problème ça serait ? Est-ce que c'est un problème politique ? Est-ce que c'est un problème démocratique ? Aucun des deux. Si elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027, ce sera parce qu'il aura été démontré qu'elle a organisé un système délinquant pour détourner 4 à 5 millions d'euros d'argent public. J'aimerais quand même qu'on revienne à ça, parce que c'est quand même... Là, on parle... C'est le fond. Oui, le fond du problème, c'est qu'elle a été condamnée pour des faits graves.
Bon, ils ont passé des décennies à expliquer que tout le monde était tout pourri, sauf eux. Là, en l'occurrence, ils sont beaucoup à être pourris quand même. Donc, si elle ne peut pas se présenter, c'est parce qu'elle aura été jugée coupable de faits graves en démocratie et que démocratiquement, nous avons adopté des lois pour faire que ce soit sévèrement puni. Je voudrais dire une chose, c'est que même si elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, on n'a pas interdit le Rassemblement national. D'accord ? Le projet du Rassemblement national, il sera porté. Les électeurs et les électrices pourront voter. Et je voudrais aussi rappeler une chose à Madame Le Pen, c'est que l'enquête du parquet de Paris, elle a commencé en 2016. Il y a eu 2 élections présidentielles depuis le début de l'enquête. Elle n'a pas dit que c'était quand même étrange. Je veux dire, quelle est la légitimité, maintenant qu'on sait que les faits sont avérés, des campagnes qu'elle a fait avant? Elle en a fait 2 alors qu'elle était sous enquête. Donc ces arguments, vous voyez... Pour dire que c'est la République des juges, vous dites que ce sont des arguments qui sont démontés par cette situation. Il y a eu 2 campagnes présidentielles où elle a eu bien le droit de se présenter et de faire campagne, et où elle avait la possibilité théorique d'être élue, alors qu'elle était sous enquête judiciaire, dont elle est aujourd'hui démontrée comme étant coupable. Olivier Henno. Alors moi j'appartiens. Il y a de nombreux électeurs aussi qui... Une famille de pensée, oui. Je suis du groupe Union centriste, démocrate chrétien, qui a toujours été gêné par la personnalisation excessive du pouvoir. Vous voyez, si la question c'était de se dire, au moment des 500 signatures, il y avait ça. Est-ce qu'il faut que Encore une fois, je ne partage pas du tout ces idées, mais on est en démocratie et on a le droit, dans le champ républicain, d'avoir des idées qui ne sont pas les miennes. S'il n'y avait pas le bulletin d'un candidat ou d'une candidate RN sur la table, ça me poserait problème du point de vue de la démocratie. Mais maintenant, si Marine Le Pen est condamnée, qu'elle a fauté du rallye de Segles... Vous dites qu'il y a Jordan Bardella, elle n'a pas non plus protesté avec véhémence contre toutes ces lois. Généralement, d'ailleurs, ça a été dit... Au contraire. Elle a demandé l'inéligibilité à vie. Qui, dans une forme de démagogie à l'époque, disons-le tel que c'était, voulait encore plus de sévérité pour se donner une image de plus blanc que blanc. Bon, voilà, si elle est condamnée, elle était inéligible à la suite du jugement d'appel, ça ne sera pas la fin du monde pour la démocratie française. Et il y aura, à mon avis, un autre ou une autre candidate RN. Et puis, la démocratie continuera de fonctionner comme elle doit fonctionner. Les idées, elles sont portées par une personne, mais ce n'est pas une seule personne qui doit porter ses idées, qui est en capacité de porter ses idées. Cette hyper-personnalisation, d'ailleurs, est aussi une forme de fragilité de notre démocratie. Les idées, c'est plus important que les personnes. Un mot, Mélanie Vogel, sur le fait que, dans sa défense, Marine Le Pen dise que la définition qu'elle a d'un assistant parlementaire n'est pas celle, en gros, qu'a le Parlement européen. Vous, qui connaissez très bien le Parlement européen, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce qu'il y a une définition spécifique au Parlement européen de ce que c'est qu'un assistant parlementaire? Et en quoi la définition de Marine Le Pen a été problématique et a consisté en un détournement de fonds? Alors, il y a une définition très claire de ce que c'est un assistant parlementaire. C'est, pour faire simple, quelqu'un qui est embauché à l'initiative d'un ou d'une députée européenne par le Parlement européen pour assister l'élu dans son mandat de député européen. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a une liste de tâches, d'ailleurs, très claire, etc. Moi, j'ai été assistante parlementaire en 2014, quand tout ce système a été mis en place. Je peux vous dire une chose, c'est que les personnes qui sont députés européens et qui exercent leur mandat de manière sincère, eh ben, en fait, l'argent que vous avez pour payer vos assistants, vous voulez le mettre pour salarier des gens qui travaillent pour vous. Donc, il y a bien que des gens qui, dès le départ, ont candidaté à des élections sans vouloir de manière honnête exercer leur mandat, qui ont mis en place un système pareil. Parce qu'en réalité, quand vous êtes sincère dans l'exercice de votre mandat, vous ne voulez pas que les gens que vous salariez travaillent en France. Vous voulez qu'ils travaillent dans votre équipe pour vous. Est-ce qu'il y a un problème généralisé? Parce que c'est pas le seul parti incriminé. Absolument. Hein, il y a le MoDem, Alors, il y a peut-être le parti de gauche. Il y a eu d'autres problèmes, pas aussi massifs. D'accord, le MoDem, même si les accusations sont graves aussi pour les personnes concernées, le MoDem, il y avait aussi des gens qui travaillaient vraiment pour eux comme députés européens. Là, c'est un système
massif. Personne ne travaillait pour le Parlement européen. Personne ne travaillait au Parlement européen, tout le monde travaillait pour le parti en France. Et par ailleurs, franchement, moi j'ai passé 10 ans au Parlement européen, c'est pas du tout la pratique habituelle, pas du tout. Il y a eu un manque de contrôle ? Il y a eu un manque de contrôle, en tout cas aujourd'hui, oui, disons que je pense que quand il y a eu de nombreux députés d'extrême droite qui sont arrivés au Parlement européen, il y a eu plus de problèmes avec le fait que ces gens ne voulaient pas vraiment travailler pour leur mandat, et donc plus de fraude, et à ce moment-là, la machine s'est mise en marche, et aujourd'hui, les contrôles sont très stricts. Sont beaucoup plus stricts. On va continuer à parler dans ce débrief des questions au gouvernement. D'autres sujets, on va retrouver Quentin dans l'hémicycle du Sénat. Quentin, lors de cette séance de questions au gouvernement, il a été plusieurs fois question d'Union européenne, mais aussi de Donald Trump, alors que son mandat représente aujourd'hui un bouleversement pour le monde et pour l'Union européenne. Oui, tout à fait. Plusieurs coups de menton de l'administration Trump ont été évoqués en séance. Plusieurs tentatives de mettre la pression sur la France ou les pays européens. Commençons par ce courrier reçu par les entreprises françaises traitant avec l'ambassade américaine. Elles sont invitées assez sèchement à mettre fin à toute discrimination positive, à toute politique de mixité ou d'inclusion. Un courrier vécu comme une ingérence américaine et dénoncé par la gauche sénatoriale. Écoutez la réponse directe assez critique du ministre de l'économie Éric Lombard. Il est revenu également sur la question des droits de douane dont on attend l'annonce ce soir par l'administration Trump. Cette pratique n'est pas acceptable et je regrette profondément ce courrier qui n'est pas à la hauteur de l'amitié séculaire entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au partenariat qui nous lie. Je me rendrai à Washington au mois d'avril dans le cadre de réunions internationales et je transmettrai ce même message très fortement et très clairement à mon homologue américain et à l'administration américaine. Nous aurons un autre événement qui va arriver cette nuit, qui sont probablement des tarifs élevés qui vont s'appliquer au commerce entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Et le président de la République a pris l'initiative avec le Premier ministre et le gouvernement de réunir les filières concernées à l'Élysée jeudi. Autre sujet de forte tension, celui du Groenland. Les États-Unis ne cachent pas leur intérêt pour cet immense territoire, grand comme 4 fois la France, a dit un sénateur tout à l'heure en séance. Ce territoire est sous souveraineté du Danemark. Or, le Danemark n'a pas fait un bon travail pour le peuple du Groenland, a dit le vice-président américain J.D. Vance. C'était vendredi dernier en déplacement au Groenland. On en a donc parlé tout à l'heure en séance. Ça a fait l'objet d'un échange. Écoutez. Sous Trump 2.0, tout devenait possible, à tout le moins envisageable. La géopolitique est devenue un sous-genre de science-fiction. Que ferait l'Europe si les États-Unis s'emparaient du Groenland ? Rien, évidemment. Heureusement, ce scénario demeure hautement improbable. Les pressions exercées par les États-Unis sur le Danemark aujourd'hui. Elles sont injustifiables et elles sont injustifiées. Et en particulier sur le plan de la sécurité, puisque, on oublie de le dire, mais les États-Unis ont eu jusqu'à 17 bases militaires au Groenland. Ils n'en ont plus qu'une seule, mais rien ne les empêche, dans le dialogue avec les autorités danoises, de relever leur niveau d'engagement. Voilà, cette actualité qui va revenir, Tam, puisque Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, en charge de la politique étrangère américaine, il est à Bruxelles aujourd'hui. Il doit rencontrer les autres pays alliés de l'OTAN jeudi et vendredi. Tam. Merci beaucoup Quentin. Je reprends les mots de votre collègue Olivier Cigolotti. Olivier Hainaut, avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, et depuis que Donald Trump est au pouvoir, la géopolitique est un sous-genre de science-fiction ? On a parlé de ce courrier de l'ambassade américaine aux entreprises françaises, on a parlé du Groenland à l'instant, et puis de cette réplique que l'on attend de Donald Trump sur les droits de douane. Alors on s'attendait à la brutalité de Trump saison 2. On ne va pas faire semblant d'être surpris. Moi, je veux quand même dire d'ailleurs qu'il ne faut pas regarder les États-Unis comme totalement trumpistes. Il faut avoir conscience qu'il a 3 voix d'avance au Sénat, 5 voix d'avance à la Chambre des représentants. Et il suffirait qu'il y ait... Mais il a quand même la majorité partout. Il a la majorité, mais il y a les élections de mi-terme. Donc, il ne faut pas regarder les États-Unis comme totalement trumpistes. Peut-être que dans 2 ans, on aura d'autres choses. Et donc, on doit continuer, malgré tout, à les regarder comme des alliés. Reste que sa brutalité est extrême sur tous les sujets.
Hein, vous voyez, j'entendais ce que disait Vance, n'a pas fait du bon travail. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a l'impression d'un prof qui juge un élève. Donc, tout est choquant. Les droits de douane, les ingérences dans les entreprises. Il y avait déjà une chose qui était choquante, c'est l'extraterritorialité du droit américain. Donc, il va encore plus loin. Moi, par exemple, je ne suis pas non plus un fanatique de la haute culture ou de la cancel culture sur le mérite. Et je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. Mais enfin, ce n'est pas à Donald Trump à exiger des entreprises françaises. Et puis après, il va fragiliser, il va interdire des marchés aux entreprises françaises. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que si on le laisse intervenir au Groenland, mais c'est même, je trouve que sa logique est gênante. Je ne vois pas comment il empêchera ensuite la Chine d'aller à Taïwan. À partir du moment où on ne respecte plus les frontières et on casse le multilatéralisme, alors on rentre dans la brutalité et dans le rapport de force. Et donc c'est mauvais pour la paix dans le monde. Très rapidement, Mélanie Vogel, notamment que Donald Trump demande aux entreprises françaises de mettre fin à toute politique en matière de discrimination positive. Comment l'interprétez-vous? C'est de l'ingérence, c'est du chantage? Mais c'est pas du tout surprenant. Il utilise le commerce mondial comme un vecteur des valeurs trumpistes qui sont des valeurs réactionnaires. La question, c'est maintenant, quelle doit être la réaction de l'Union européenne? C'est le premier marché mondial, l'Union européenne. Donc peut-être que nous aussi, nous devrions mettre des conditions à l'exercice du commerce avec nous sur la base justement du respect de nos valeurs. Je ne vois pas pourquoi les États-Unis exigeraient des entreprises françaises qu'elles deviennent discriminantes et que l'Europe n'exigerait pas des entreprises américaines qui commercent avec nous de respecter les droits humains. Je donne d'ailleurs la réponse très ferme du MEDEF sur le sujet, hors de question de renoncer à des mesures de mixité, d'inclusion, notamment à l'égard des personnes handicapées.